Mesdames et messieurs, merci aux éveilleurs de l'espérance de m'accueillir dans ce théâtre magnifique, érigé ce soir le temps d'une conférence en zone de non-contamination. Vous allez comprendre pourquoi. Merci à Pierre Nicolas, à Benoît Nicolas Sevilla de me donner ce soir, dans les circonstances particulières, la parole. Que s'est-il passé en France le 7 mai 2017 ? C'est pas loin, il y a 10 jours. À la vérité, on sait encore peu de choses de ce qui s'est passé, si ce n'est que de nombreux observateurs ont signalé un vaste mouvement de transhumance qui a affecté plus de 20 millions d'électeurs. 20 millions. Étaient présentes ce jour-là les 3 catégories jadis recensées par le regretté Philippe Muret: les matons de Panurge, destinés à surveiller la chiourme, les mutés de Panurge, qui constituaient le gros du cheptel, et évidemment la variété urbaine et diplômée de l'espèce, je veux nommer les mutins de Panurge, toujours assez tapageurs dans leurs déplacements. Les mutins de Panurge, c'est-à-dire les nouveaux rebelles. Alors, le rebelle, on le sait, est assez facile à reconnaître, c'est celui qui toujours dit oui. L'homme moderne ne se sent jamais aussi personnel que lorsqu'il fait la même chose que ses voisins. La rébellion n'est plus ce qu'elle était, et un grand écrivain comme Émile Cioran l'a pressenti quand il disait « Pour punir une idée, les dieux la condamnent à enthousiasmer les imbéciles ». 20 millions de marcheurs le 7 mai. 20 millions. Ils se sont mis en marche. Vers où? Vers quoi? La question est superflue. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est le mouvement. En marche n'est à bien y regarder de près, que la déclinaison remise au goût du jour du slogan de François Hollande en 2012, « Le changement, c'est maintenant », disait-il. Nous sommes ici au cœur du bougisme, cette ultime métamorphose de l'idée de progrès, une idée à bout de souffle, mais qui connaît un nouveau regain à travers le bougisme, c'est-à-dire le règne du mouvement, devenu l'essence même de l'existence, l'avènement du changement perpétuel, non comme un moyen pour parvenir à une fin, mais comme étant sa propre fin. Le programme, c'est simple, c'est la trémulation. À pied, en roller, en trottinette, on ne doit plus parler ni de foule ni de masse, mais simplement de flux. Voilà ce qu'en disait prophétiquement un grand écrivain, Alexandre Vialat, au début des années 60. Écoutez bien, il y a 50 ans. L'homme est devenu fluide. Autrefois, il fut granuleux. Chacun des grains comptait. Sa naissance et sa mort s'entouraient de 1000 cérémonies. Son mariage faisait 1000 histoires. On n'en finissait plus de chanter sur son cercueil. On n'imaginait pas que le bonheur de la masse fût autre chose que le bonheur de l'individu multiplié par un grand nombre. Nous avons changé tout cela. Il y a maintenant des bonheurs de groupe qui se passent parfaitement de la joie de l'individu. On ne veut plus voir cet homme. On l'enterre au galop. Il ne compte plus qu'en masse pâteuse. On le travaille comme les berlingots. En fait, ce que décrivait Vialat, l'homme pâteux, c'était le dernier stade avant l'avènement de la société liquide, si bien décrite par le sociologue Zygmunt Bauman. Autrement dit, le règne de l'homme sans consistance, le règne de l'homme sans qualité, le règne de l'homme interchangeable. L'individu, disait Maritain avant-guerre, c'est la personne dissoute dans la matière. Nous y sommes. Alors cette élection, ce flux qui s'est écoulé, il l'a fait apparemment avec la plus grande harmonie et sans encombre. Mais là aussi, quand on regarde les choses de près, on peut faire quelques constats qui ne sont pas des constats polémiques, qui relèvent simplement de la politologie et de l'observation. La présidentielle 2017 aura vu le triomphe des médiagogues. Jamais, sans doute, on avait pu assister à une aussi formidable opération de manipulation politico-médiatique. Opération destinée à obtenir le consentement des masses
des flux. Pour la première fois, la télégouvernance a mobilisé tous ses moyens au service d'un seul candidat, d'une seule candidature. Pas un seul grand média qui n'ait peu ou prou fait allégeance à Emmanuel Macron. Malheur à celui qui ne présentait pas son certificat de conformité à la patrouille des idées légitimes. Quelques rares résistants ont bravé ce couvre-feu de la pensée. Je pense à Régis Debray, Emmanuel Todt, quelques autres. La vérité est qu'on n'a jamais vu manipulation aussi efficace et à l'arrivée une pareille docilité des masses. 20 millions qui se sont mis en marche. Les médias ont réussi, à travers cette campagne, à imposer une nouvelle technologie du pouvoir. 1984, le roman de George Orwell, aura connu là, en France, à l'occasion de cette élection, sa meilleure adaptation sous la forme d'une époustouflante série de télé-réalité, dont nous avons été les otages et les victimes consentantes. Quand je dis « nous », c'est une figure de style, vous le comprenez bien. Car si depuis mai 68, les classes dirigeantes se sont employées à délégitimer la représentation transcendante des anciennes figures de l'autorité, comme autant de formes surannées du contrôle social, si elles ont abjuré l'autorité comme principe, elles n'ont pas pour autant renoncé à l'autorité en tant que fonctionnalité, en tant qu'outil indispensable à l'induction du consentement, de l'obéissance, voire de la soumission des gouvernés. La dissolution de l'autorité n'a pas conduit à la liberté, mais à une nouvelle forme de domination. La domination par la séduction. C'est évidemment moins douloureux que l'ordre qui vous dégringolait d'en haut. À l'ère de la communication, ainsi que l'avait pressenti Antonio Gramsci, la relation de domination ne repose plus en effet sur la propriété des moyens de production. Elle dépend de l'aliénation culturelle que le pouvoir est en mesure d'imposer via la représentation de l'événement. Ils appellent ça le narratif du réel. Le narratif du réel. Ce narratif du réel, il a une fonction, un but. Il détermine ce qu'on doit ou ne doit pas savoir et penser de la réalité. Les formes de manipulation et d'assujettissement plus enveloppantes et plus insidieuses, qui trouvent leur modèle inconscient dans l'emprise maternelle, sont désormais jugées plus performantes et donc préférables aux anciennes formes patriarcales de la domination. Avec la télégouvernance, nous sommes passés de l'âge des démagogues à l'ère des médiagogues. Dans l'Antiquité grecque, le démagogue est celui qui flatte et exploite les passions de la plèbe. De Philon d'Argos à Denis de Syracuse, en passant par Pisistrate, le premier geste du démagogue est de procéder au bannissement des oligarques. Le médiagogue, lui, au contraire, est l'agent exécutif de l'oligarchie, son auxiliaire patenté. Là où le premier exploite l'instinct et la flagrance du bon sens, le second instrumentalise l'émotion et les bons sentiments pour tenter d'imposer son point de vue à la majorité. Adrénaline et moraline sont les deux substances que secrète la machine médiatique afin de produire de l'hébétude et fabriquer du consentement. Alors, avec une différence majeure avec l'Antiquité grecque, si l'ancienne tyrannie que Platon décrit dans la République fait endosser au peuple, je le cite, la livrée de la servitude la plus rude et la plus amère, elle s'arrêtait, cette tyrannie, néanmoins, au seuil de la conscience. Elle était circonscrite à l'asservissement des corps. Il en va autrement avec la dictature molle de la médiacratie, qui, au-delà de la régulation des comportements et du contrôle social, cherche à façonner le jugement et prétend à la maîtrise des esprits. Tout le travail des adeptes de l'émancipation, sikh, a été de convertir la transgression permanente de l'héritage en impératif catégorique. Elle aura donc consisté, en 25 siècles, à troquer les chaînes de l'esclave, l'asservissement physique, contre les ficelles de la marionnette, la maîtrise de la pensée. Saluons, comme il se doit, ce progrès de la dignité humaine. À cette manipulation des esprits, il y avait déjà eu une répétition générale, vous vous en souvenez, avec la manifestation du 11 janvier 2015 contre les premiers attentats islamistes. Tout le monde a en mémoire le fameux « pas d'amalgame », la plus grande démonstration de contrôle social jamais impulsée par le pouvoir politico-médiatique afin de dicter aux Français leur conduite et leur pensée en s'arrogeant la production de la parole autorisée
la maîtrise du licite et de l'illicite. Alors déjà, on voyait bien à travers la cartographie et la sociologie des manifestants une plus grande réceptivité des classes urbaines diplômées, ce qu'on appelle les inclus, au dispositif de domination mis en place par les nouvelles autorités morales. Tandis que la France populaire, elle, était restée plus rétive à cette forme de mainmise sociale et de manipulation psychologique par médias interposés. Dans ces inclus dont je parlais à l'instant est certainement la grande armée de réserve de la post-démocratie. C'est une espèce de formation égo-grégaire de ceux qui vivent en troupeau tout en affectant d'être libres. Et le rôle de la télégouvernance est d'utiliser les affects et les ressorts émotionnels qui entretiennent cet état de servitude. L'opération Macron aurait été finalement en France la réplique, à près de 60 ans d'intervalle, de ce qu'a été la fabrication du mythe Kennedy. Notons au passage qu'il y avait eu des prototypes intermédiaires en France. Je pense à Jean-Luc Canuet, à Valéry Giscard d'Estaing, à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Mais les essais n'avaient pas été, ou ne s'étaient pas révélés concluants. Cette fois-ci, c'est la bonne. Kennedy aura été incontestablement le pionnier de cette nouvelle forme de gouvernance à laquelle nous sommes désormais exposés. Une gouvernance qui consiste à troquer les attributs de l'autorité contre l'empathie immédiate, systématiquement sollicitée par les animateurs de télévision qui se rêvent à la fois en nombril du monde et en glande lacrymale du genre humain. Avec JFK, le plus jeune président des États-Unis, 42 ans, quasi vieillard à côté de notre président, la politique n'est plus seulement une affaire de projet collectif, mais d'enjeux narratifs. En moins de 3 ans, la mobilisation et la collaboration de tous les grands médias américains, entièrement acquis à sa cause, vont faire de JFK une star planétaire et même, en même temps, un modèle indépassable de leader charismatique. Il faudra en revanche beaucoup plus de temps, près de 20 ans, pour que le grand récit de la présidence Kennedy apparaisse pour ce qu'il était, une pure fiction bâtie de toutes pièces au mépris des faits eux-mêmes. Le démocrate exemplaire, JFK, n'avait été élu en 1960 que grâce à une fraude massive organisée par les hommes de main de la mafia. Le catholique pratiquant, le chevalier blanc du New York Times et du Washington Post, n'avait pas cessé d'entretenir des liens étroits avec le parrain du syndicat du crime de Chicago, San Giancana, au point de partager avec lui la même maîtresse. Le mari de la si délicieuse, de la si charmante Jackie, le père du si drôle et si émouvant John, qu'une photo de Look Magazine avait immortalisé sous le bureau de son papa dans le salon ovale de la Maison-Blanche, pour illustrer le chromo d'une famille idéale. Il me semble avoir vu traîner des photos de ce type dans Paris Match la semaine dernière, c'est pour ça que je vous en parle. Eh bien, ce père idéal, ce délicieux mari, n'était en réalité qu'un homme entièrement gouverné par une libido tyrannique. L'amant légendaire de Marilyn Monroe était aussi ce consommateur compulsif de call girl, surinfecté en permanence par des maladies vénériennes dont les frasques avaient mis à plusieurs reprises en danger la sécurité des États-Unis. Le bilan de l'action politique n'apparaît guère plus reluisant à la lecture de tout ce qui a été écrit depuis. Dans l'exercice de ses fonctions, Kennedy avait été un président versatile, pusillanime, impuissant à contenir l'expansion soviétique, frôlant à 2 reprises la guerre nucléaire et subissant finalement l'ascendant d'un Nikita Khrouchtchev au sommet de sa roublardise, qui l'a contraint à des reculs incessants et à des secrètes concessions dont on a découvert la nature et la réalité par la suite. Échec du débarquement de la baie des Cochons à Cuba en avril 61, fiasco du sommet de Vienne en juin 61, passivité devant la construction du mur de Berlin en août 1962, politique aventureuse ô combien au Vietnam, on sait comment ça s'est terminé pour les États-Unis. Succès de façade dans la crise des missiles cubains en octobre 72, payé au prix fort, mais en secret, du retrait des missiles américains Jupiter de Turquie. Avec JFK, la démonstration a été faite que la conquête comme l'exercice du pouvoir n'exigeait plus la pratique d'une ascèse, mais la possession d'une double identité facile à acquérir. Une identité réelle et une identité narrative, construite par et pour les médias. Tout l'enjeu consiste désormais à créer en politique ce que les publicitaires appellent une love mark, une marque qui joue sur les ressorts affectifs et dont les consommateurs citoyens ne peuvent que s'éprendre, tellement elle a de qualité, tellement elle est séduisante. Le phénomène Macron
se présente comme un avatar français, une rémanence de ce que fut le mythe JFK et de l'idée selon laquelle la politique est une opération de séduction des foules sentimentales qui s'exerce d'abord par le corps et avec le corps. Son élection est le point d'aboutissement d'un inexorable processus d'abaissement de la chose publique, au terme duquel les politiques ont délibérément renoncé à une stratégie de puissance au profit d'un jeu d'influence, où le pouvoir s'exerce de moins en moins dans l'espace de la souveraineté et de plus en plus dans l'univers de la communication, c'est-à-dire à l'intérieur même, au cœur de la médiasphère. Vous avez sans doute apprécié comme moi que notre nouveau président convoque un certain ordre symbolique. Après les deux précédents, ça nous change. Fidèle en cela à l'idée française que le pouvoir s'exerce non pas par délégation, mais par incarnation. Toute la question maintenant est de savoir à quoi va servir, vous connaissez cette distinction fameuse, le corps politique et le corps mystique d'Emmanuel Macron. J'en viens à la question que vous vous posez tous, au moins depuis le 7 mai, de quoi Macron est-il le nom ? Si l'on en croit le philosophe allemand Carl Schmitt, nommer l'ennemi, c'est se questionner soi-même. En cela que l'ennemi nous constitue et nous aide à comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous avions quelques raisons de douter de François Hollande quand il l'a proclamé, vous vous en souvenez, lors de la campagne de 2012, c'était au mois de janvier, « Mon ennemi, c'est la finance ». Nous n'en avons aucune de ne pas croire Emmanuel Macron quand il nous dit, 5 ans plus tard, dans la campagne, « Mon ennemi, écoutez bien, c'est l'assignation à résidence. » L'assignation en résidence. Derrière la formule qui fait image, il y a bien une vision de l'homme. Pas de racines, ni de lieu comme première composante du lien, pas d'appartenance à subir, le moins de passé possible, l'obsolescence programmée des anciens modes de vie légués au corps social. Si être, c'est habiter un lieu, un corps, une nature, une culture, une histoire, alors l'homo economicus, cher à Macron, est un déshabitant. Un homme engagé dans un processus de mutabilité perpétuelle, de destruction créatrice, aux mains de Schumpeter, et de démiurgisme technologique. Ce déshabitant a néanmoins une adresse, on la connaît, Silicon Valley, Californie, USA. Macron n'est pas le remède à la crise de la société française. Il en est le symptôme. Il est la figure la plus aboutie et la plus chatoyante de la déliaison libérale, qui ne veut connaître que des hommes détachés, délestés, désaffiliés, désinstitués de toute appartenance et de toute obligation communautaire, et par là même soustrait au sacré, la religion, vous le savez, étant étymologiquement religaré, ce qui relie l'homme au monde, à lui-même, aux autres, à ce qui est vrai, réel, permanent, durable, non fluctuant, non flexible, non mobile, chargé de sens, en un mot, à l'être. Face à lui, face à ce trou noir tapageur et désormais tentaculaire, les populismes de Le Pen et Mélenchon ont exprimé confusément, maladroitement et parfois lamentablement, il faut le dire, la nostalgie des appartenances communautaires et des solidarités perdues. Nostalgie qu'exprime également un penseur comme Régis Debray, quand il écrit « Nous avons beaucoup perdu avec la disparition des grands appareils verticaux ». Les grands appareils verticaux, c'est-à-dire l'Église et le Parti communiste, qui, il y a encore un demi-siècle, structuraient la société française, prenaient en charge l'individu berceau au tombeau, orientaient sa vie en lui donnant un sens, c'est-à-dire à la fois une direction et une signification. En niant l'existence d'une culture française, Emmanuel Macron s'est posé en chef de file de ce que le philosophe allemand Peter Sloterdijk appelle la génération anti-généalogique, la génération de la modernité. L'homme ancien trouvait dans les ancêtres lointains ou proches un modèle, une source d'imitation. L'homme moderne a détruit ce monde des choses coutumières pour ne chercher le modèle qu'en lui-même ou dans ses contemporains. Il considère que tous ceux qui ont vécu avant lui, et pour la simple raison qu'ils ont vécu avant lui, sont en quelque sorte dotés d'un degré d'humanité inférieur au sien. La modernité, c'est la victoire de la mode sur les mœurs. La modernité, c'est ce monde où les vivants
remplace les morts dans la fixation des normes. Avec Macron, c'est ce nouveau monde qui est entré à l'Élysée. Ce monde, c'est aussi celui de l'économisme. Je dis bien l'économisme. L'économisme, c'est-à-dire ce système où l'ordre économique commande l'organisation de la société, où prévaut l'idée issue du monde anglo-saxon qui veut que l'économie à elle seule fasse société, que la métaphore marchande englobe l'ensemble du fonctionnement social. À travers ce prisme, les choix individuels n'obéissent à d'autres motivations que celles qu'imposent la rationalité instrumentale et le principe d'utilité. Le parti de l'économie est le parti des révolutionnaires, au sens où l'entendait Georges Bernanos, quand il définissait la dictature de l'économique comme la forme bourgeoise de la révolution. En dépit de sa prétention à la scientificité, à se substituer à tous les autres savoirs, elle a chassé la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, elle a pris la place en évacuant tout le reste. En dépit du démenti des faits qui ridiculisent régulièrement les prédictions de ses prétendus experts, cette croyance, car c'en est une, il s'agit bien de ça, a répandu l'illusion, partagée à la fois par les marxistes et par les libéraux, qui fait des facteurs économiques à la fois le principe de causalité et la solution des problèmes. À la vérité, l'économisme est la nouvelle religion des temps modernes, celle qui aspire à combler notre soif d'infini, cette soif qui est en nous, par la promesse d'un développement durable et illimité. Pour appréhender son entreprise, il suffit d'observer à quel point les mots de l'économie ont insidieusement colonisé notre vocabulaire usuel. Gérer, investir, plus-value, déficit, challenge, nous les employons tous. À quel point nos dirigeants politiques ont cherché à convertir la parole publique en expertise et à enfermer le débat dans une logique comptable, toujours la même, pouvoir d'achat, croissance, chômage. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que ce ne sont pas les ressorts du vote. La bataille des chiffres s'est substituée à la confrontation des idées. Je voudrais citer, pour bien vous faire comprendre de quoi il s'agit, ce qu'est l'économisme. Cette phrase de Peggy, qui pointait déjà la morne arrogance de la modernité et de l'hégémonie intellectuelle que tentaient d'imposer les sachants de l'époque. Il écrivait, pour parler de ce monde, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remonte pas, de ceux à qui on n'en fait pas croire, le monde de ceux qui n'ont plus rien à apprendre, c'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien, exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique et qui s'en vantent. Seulement voilà, il arrive aux malins de glisser à leur insu du savoir au croire, de la pseudo-science à la simple croyance, comme le note Alain Besançon, qui établit une féconde distinction entre ceux qui savent qu'ils croient et ceux qui croient qu'ils savent. Les tenants de l'économisme relèvent bien évidemment de la seconde catégorie. Oui, l'économisme est bien la nouvelle religion du monde moderne. Comme quoi le religieux n'est pas, comme d'aucuns le prétendent, une étape dans l'histoire de la conscience de l'humanité, mais un élément bel et bien structurant de cette conscience. D'où chez ces hallucinés de l'économisme un dogmatisme, un fanatisme volontiers à l'humeur de bûcher qui s'emploie à subvertir le champ politique afin d'en chasser toutes les visions non utilitaristes du monde et de la vie en société, et à faire du jugement par les résultats, la performance, la sacro-sainte performance, le critère prédominant dans toute vie sociale. Cette belle mécanique s'est enrayée avec la crise financière de 2008, lorsque le règne de l'économie a révélé ses limites. La crise de 2008 a en effet fait apparaître la faiblesse de l'anthropologie matérialiste qui veut que les humains se comportent comme des êtres rationnels, des individus calculateurs exclusivement investis dans la poursuite de leur intérêt matériel immédiat et en concurrence sauvage les uns avec les autres dans la recherche du profit maximal. Avoir plus pour être plus. La quête de ce Graal désespérant a perdu une partie de son attrait. L'économisme est progressivement apparu pour ce qu'il était, le parti de l'unidimensionnalité, le parti des grandes surfaces. Ça leur va bien, qui ignore toute profondeur et toute transcendance et aspire à substituer à tout ce qui propose un salut hors de l'économie, religion ou politique,
la seule vérité de l'économie. Le parti de l'interchangeabilité qui cherche à réduire en l'homme tous les particularismes de nature à faire obstacle à son exploitation, soit en tant que producteur, soit en tant que consommateur. Qui peut douter aujourd'hui que la société de consommation n'est rien d'autre qu'une société de consommation? L'homme réduit à l'économie, réduit sa patrie à une grande surface qui fait des soldes ou du crédit. Qui peut croire que l'identité d'un pays se ramène à son PIB et que la croissance peut opérer le réenchantement du monde? Depuis la fin des années 90, la montée inexorable du vote populiste et de l'abstention dans tous les pays anciennement industrialisés martèle partout le même message, à savoir que la société de la consommation et de l'avoir n'est pas seulement la société du mal-être, mais aussi celle du manque à être. Le Brexit au Royaume-Uni, l'élection de Trump aux États-Unis ont revêtu la même signification. Le retour des nations, de l'histoire, du conflit. Nous avions tout lieu de croire, comme le dit Marcel Gauchet, à la fin de ce cycle mortifère dominé par l'économie, et un retour au premier plan de la question politique, de l'organisation politique du monde et des sociétés, autour des thèmes de l'identité, de la souveraineté, de l'insécurité culturelle, des limites et de l'illimité. Nous pouvions légitimement espérer que ce que Serge Latouche appelle la décolonisation de l'imaginaire débouche sur la nécessaire reconquête de l'économie par le politique. Nous étions fondés à penser qu'enfin allait être établi le primat de la fonction souveraine sur la fonction économique, c'est-à-dire sur la fonction marchande. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Dans cette campagne, l'emprise des médiagogues est allée de pair avec le règne sans partage des hallucinés de l'économisme. Jamais on n'aura autant parlé d'économie qu'en 2017. Or, il y a une loi des reins en la matière, pour qui a fait des campagnes électorales, qui parvient à imposer ses thèmes de campagne et à orienter le débat, prend immanquablement l'ascendant sur ses concurrents. Souvenez-vous de 2007, par exemple, où le thème de l'identité nationale a dominé la campagne. Benchmarking, banc d'essai des programmes économiques, ce sont les médias qui ont imprimé cette fois-ci leur terme pour la campagne. C'est-à-dire une vision qui exclut l'idée même que l'électeur puisse être habité par quelque idée du bien commun et de l'intérêt général, qu'il puisse y avoir dans le vote une part de transcendance collective qui tire les individus au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leurs intérêts particuliers et de la satisfaction immédiate de leurs désirs. Messieurs Macron et Fillon sont apparus comme les frères jumeaux d'une même pensée qui s'arrêtait à la seule vérité de l'économie. L'un et l'autre ont récité les sourates de l'économisme, avec une différence toutefois. L'un avait l'optimisme et l'alacrité du joueur de flûte, emmenant certes les rats à la rivière, ça se termine mal. L'autre, la mine sévère du Mélicastre de Molière, qui ne promet qu'une purge anxiogène à base de sacrifices et de larmes. Vous connaissez la fin de l'histoire. Il y a eu d'autres événements, je vous le concède. En la matière, Fillon s'est monté fidèle à la doctrine qu'il avait exposée à son arrivée à Matignon en 2007. Je m'en souviens encore. Il disait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Ça n'avait pas plu du tout à Nicolas Sarkozy, je peux vous l'assurer. Mais qu'est-ce qu'il nous disait, Fillon, déjà? Il nous disait qu'il nous livrait une vision purement gestionnaire et comptable de la politique. Il y avait un renversement total de perspective, une abdication complète du rôle essentiellement politique de l'État au profit du management, qui n'est plus le gouvernement des hommes, mais l'administration des choses. Bref, le remplacement de la fonction souveraine par la fonction économique. Incapable du moindre supplément d'âme, cette droite persiste à vouloir se présenter comme le parti de l'économie, non de l'économie puissance, telle que pouvait la concevoir De Gaulle, en tant qu'instrument de la grandeur du pays et moyen au service du rayonnement de la France, mais de l'économie expertise, c'est-à-dire de l'efficacité gestionnaire, sans prendre garde au fait que la gauche libérale lui dispute désormais le ruban bleu de la bonne gouvernance. Les dernières incarnations ont été Dominique Strauss-Kahn et aujourd'hui Emmanuel Macron, et non un nouveau Raymond Barre ou un nouveau Antoine Pinet. Pour cette droite technocratique, l'imprévisibilité des comportements désintéressés, des comportements gratuits qui échappent à l'ordre marchand est un casse-tête qui lui est difficile de concevoir et encore plus de résoudre. Elle est incapable de concevoir que les réponses aux questions économiques puissent ne pas être d'ordre économique, que ces réponses puissent relever d'un autre ordre. Elle n'imagine pas qu'il puisse exister un ordre soustrait à la négociation, un ordre soustrait à la transaction. Tout ce qui est hors marché, non négociable, non quantifiable, relève pour elle de l'angle mort.
Un exemple, il y a en France 10 millions d'aidants qui se consacrent à des proches, malades, vieillards ou dépendants, handicapés. Ça représente pour l'État une économie de plus de 160 milliards d'euros par an. 160 milliards d'euros par an. Plutôt que de prôner une énième réforme de la sécurité sociale, le candidat de la droite, François Fillon, aurait été mieux inspiré de favoriser ces solidarités communautaires, fiscalement par exemple. Cet être ensemble qui ne relève pas de l'avoir, se noue de l'altruisme et de l'échange non marchand. Mais ça ne leur traverse jamais l'esprit. Cela supposerait une approche communautaire, c'est-à-dire une approche politique non comptable de la question. Et pourtant, la comptabilité nationale y retrouverait ses petits. Madame Le Pen a aussi beaucoup parlé d'économie, elle n'a même parlé que de ça, de l'euro. Madame Le Pen est même allée jusqu'à dire qu'elle organisera un référendum sur la sortie de l'euro et de l'Union européenne et que si elle perdait ce référendum, elle démissionnerait. Formidable, quel aveu! Quelle reconnaissance de la centralité de l'économie dans son programme politique. Elle aurait pu dire, je ne sais pas, moi, si je n'ai pas maîtrisé les flux migratoires au bout de 2 ans, je démissionne. Non, non. Si le référendum ne me donne pas raison sur la sortie de l'euro, je m'en vais. Ne parlons pas de simple stratégie électorale. La sortie de l'euro était un épouvantail pour l'électorat senior de droite et n'intéressait que subsidiairement l'électorat populaire qui aurait voulu entendre parler d'identité, d'insécurité culturelle, d'immigration, de lutte contre l'islamisme. Non, l'économie était au cœur de son programme. On a vu à quel point elle maîtrisait ses dossiers. Monsieur Fillon et Madame Le Pen, en se positionnant sur le terrain de l'économisme, où ils n'étaient ni l'un ni l'autre susceptibles d'optimiser leurs ressources électorales, ont commis une erreur symétrique. L'un et l'autre ont fini par le payer, chèrement. Alors, au cours de cette campagne, il y a eu quand même des clivages, plusieurs clivages même, qui se sont superposés ou qui ont alterné avec une intensité variable tout au long de la campagne. Le clivage droite-gauche, inoxydable, indélogeable, tant il fait partie de notre mobilier national, même s'il est un peu ébréché. Un clivage sociologique, élite contre peuple. Clivage entre mondialistes et souverainistes, clivage entre diversitaires et identitaires. Donc, ils ont même évoqué avec insistance un clivage entre fermeture et ouverture. Formidable, ça. Formidable choix tronqué et truqué, que d'ailleurs Régis Debray a drôlement résumé. Préférez-vous la terrasse ensoleillée ou la cave insalubre? Arrêtons-nous sur ce clivage progressiste-conservateur, parce que c'est celui qu'a revendiqué le candidat Emmanuel Macron, et pas un autre. C'est celui-là qu'il a pointé du doigt. Il n'a cessé lui-même de se présenter comme le champion du camp des progressistes. S'il y a eu une offre antagonisme à la sienne dans cette campagne, ce n'est pas chez François Fillon qu'il faut aller la chercher. Rappelez-vous de ce que fut, au mois de janvier dernier, c'est pas si loin, l'acte fondateur de sa campagne. Il est allé, accompagné de Nathalie Kosciusko-Morizet, ça commençait déjà sous les auspices, disons, singulières, il est allé au Salon des technologies de Las Vegas. Formidable. Et qu'est-ce qu'il a fait? En visitant ce salon, il a déclaré martialement qu'il était un candidat GIC. Un candidat, vous savez, GIC, ce sont les passionnés des technologies d'OL. Ce candidat GIC autoproclamé, il a affirmé la volonté, je le cite, de faire de la France une smart nation dans un monde connecté. Quel programme! Quel programme! Quel programme révélateur, car il nous dit quoi? Il nous dit que l'idolâtrie des moyens va toujours de pair avec l'oubli des fins. C'est ce que rappelait déjà Bernanos dans La France contre les robots, quand il écrivait qu'un État n'existe qu'en vue de la fin qui justifie sa raison d'être, à savoir le service du bien commun. Si un conservateur est un libéral vacciné contre les illusions du progrès, alors Fillon n'est pas un conservateur, mais au contraire un adepte du progrès-croyance, un esprit gnostique qui croit que le progrès n'est plus dans l'homme, mais dans la technique. Or, le propre de la pensée conservatrice tient dans l'idée que derrière chaque progrès, il y a un anti-progrès potentiel, et que la plupart du temps, les innovations qu'apporte le progrès créent d'autres problèmes, parfois pires que ceux qu'ils croyaient résoudre. Faut-il, par exemple, rappeler que la révolution agricole des années 50-60, mécanisation, motorisation, agriculture chimique, a détruit 8 millions d'emplois pour n'offrir en bout du compte qu'un peu de chimie au fond de nos assiettes, rien d'autre.
Qu'en sera-t-il de la révolution numérique portée par le parti de la Silicon Valley dont je parlais tout à l'heure et dont M. Macron a la franchise en France, c'est-à-dire l'exploitation de la ressource. Quand on sait que chaque innovation technologique importante implique une révolution culturelle et spirituelle, les prémices déjà ont de quoi faire frémir de cette révolution numérique. Abandon de l'écriture au profit de l'image numérique, du logos au bénéfice du mythos, destruction de la langue et de la culture. C'est ce qui est en marche. À la vérité, il en est du progrès comme de l'homme. Un penchant naturel au mal le dispute à une disposition originaire au bien. Comme l'homme, le progrès est receleur de son contraire. La formule est de René Char, un des auteurs préférés du nouveau président. Je le cite assez rarement, mais là, ce soir, je lui ferai cet hommage. L'homme, comme le progrès, est receleur de son contraire. En fait, c'est le récit du péché originel qui rend compte de cette coexistence en chaque homme du bien et du mal, de la grandeur et de la bassesse. En nos sociétés marquées par l'idée de progrès, font parfois une certaine place à Dieu, mais jamais au diable. Le péché originel est probablement l'idée chrétienne la moins acceptable aux yeux des modernes, aux yeux de nos contemporains. Or, le péché originel du progrès, c'est de ne pas croire au péché originel. Et il s'agit bien là de la dérive qui a affecté la droite de gouvernement depuis des décennies. Voici qu'au moment où le parti du mouvement, auquel la gauche était depuis un siècle identifiée dans un éloge mécanique du progrès et de la modernité, interdiction de regarder en arrière, se trouve frappé d'obsolescence. Au moment où la croyance religieuse d'une rédemption par la technique, cette domination de l'esprit par ce dont l'esprit est absent, selon la magnifique formule de Carl Schmitt, la domination de l'esprit par ce dont l'esprit est absent, se heurte à un scepticisme croissant. C'est ce moment-là que choisit une partie de la droite, dans le sillage de l'hyperclasse mondialisée, pour reprendre à son profit le thème du changement, illustrant ainsi le tableau clinique que dressait déjà Mark Twain à la fin du XIXe siècle. Les gens de gauche inventent des idées nouvelles, quand elles sont usées, la droite les adopte. Ce que Chesterton avait résumé de son côté par un trait encore plus fulgurant, que je ne résiste pas au plaisir de vous citer. Le monde est divisé entre conservateurs et progressistes. L'affaire des progressistes est de continuer à commettre des erreurs. L'affaire des conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. D'aucuns ont noté que les jeunes avaient beaucoup voté pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et les seniors pour Macron. Si bien qu'on a pu écrire que Macron était en quelque sorte le jeune président des vieux. La question que pose son élection, à mon sens, est tout autre. Et si Macron était le président des jeunes vieux ? Régis Debray, dans une interview récente, décrit Macron comme la figure moderne, je le cite, d'un néo-protestantisme sécularisé, le substitut culturel du self-made man, l'auto-entrepreneur de son salut. Le diagnostic est intéressant, mais Debray se trompe d'hérésie. Un peu de généalogie des idées est ici indispensable pour préciser mon propos. La philosophie des Lumières, d'où est issue l'idée du progrès illimité, d'où procède l'idée d'un âge d'or, où la raison technicienne remplacerait les antiques superstitions, la foi catholique par exemple, a prospéré sur un double mouvement contradictoire. D'une part, l'affirmation de la liberté de l'homme comme un absolu, premier temps. Deuxième temps, mais corrélé, la proclamation de lois déterministes comme une religion. Contradiction qui n'est au fond que la laïcisation du mystère chrétien, le mystère du libre arbitre et de la grâce, de son unité détruite et des conséquences de cette destruction. Cette dialectique du libre arbitre et de la grâce, ou si vous préférez pour bien me faire comprendre, d'un côté l'humanité du Christ, de l'autre sa divinité, la lettre contre l'esprit, la loi contre la charité, le savoir contre la foi, l'Église visible et l'Église invisible. Ces deux pôles du christianisme ont été, durant 20 siècles, le ressort et le principe actif de toute la pensée occidentale. L'invention du progrès au XVIIIe siècle a fait de deux hérésies chrétiennes deux idéologies séculières. Elles ont dominé le monde pendant près de 2 siècles. Première hérésie, le pélagianisme, qui rend l'homme
totalement libre de faire son salut par lui-même, sans intervention de Dieu. Les choses sont claires, le véritable inspirateur de l'homme macronien, l'auto-entrepreneur de son salut, ce n'est ni Luther ni Calvin, c'est le moine Pélage qui vécut au IVe siècle, ce qui ne nous rajeunit pas. L'autre hérésie, c'est le calvinisme, qui, lui, fait dépendre le salut de la seule grâce de Dieu, sans intervention de la liberté humaine. D'un côté, plus loin dans la liberté de l'homme, de l'autre, plus loin dans la toute-puissance de Dieu. Ainsi, deux erreurs ont fait deux progrès. L'amour de l'homme jusqu'à la mort de Dieu, c'est-à-dire le progrès marxiste, l'obéissance à Dieu jusqu'au refus du libre arbitre, c'est-à-dire le progrès capitaliste. Ces deux idées-là, du progrès, sont mortes ou agonisantes, et avec elles la religion du progrès, qui constitua également la matrice de tous les systèmes totalitaires du XXe siècle. Emmanuel Macron, le candidat pro-business, le candidat GIC des technologies de pointe, porteur de la promesse d'un paradis de prospérité et de croissance économique, pourvoyeuse de confort et de vie heureuse, eh bien, ce jeune vieux dont je parlais tout à l'heure, à peine entré en fonction, il a déjà une utopie de retard. Ces gens-là aiment à se présenter comme la jeunesse du monde, alors qu'ils ne sont que la vieillesse de l'homme. Il a une utopie de retard, car la promesse fondatrice du progrès, l'assurance absolue d'une amélioration inéluctable, générale et universelle, cette promesse ne fait plus recette parce qu'elle a failli sur la question du bonheur. L'indicateur de cet échec, mesdames et messieurs, on le trouve dans la croissance exponentielle de la production, de la consommation et du trafic de la drogue à l'échelle de la planète. Le chiffre d'affaires mondial du trafic des stupéfiants, faut-il le rappeler, n'est dépassé que par le commerce de l'alimentation et celui du pétrole. Il se situe devant celui des médicaments. L'explosion du trafic de la drogue, au cœur du village global, au cœur du village planétaire, procède du principe fondateur de la modernité. La déception, l'attente toujours insatisfaite de plaisir croissant, immédiat. L'incompréhension et le rejet de la condition humaine lorsqu'elle amène le vieillissement et l'affaiblissement du corps. En cela, il exprime le décalage entre le bonheur promis et le bonheur réel dans nos sociétés. Comme l'écrit Pierre de Lacoste dans un livre que je vous recommande, Apocalypse du progrès, le progrès est en lui-même un crack, mélange addictif d'héroïne individualiste et de cocaïne déterministe, qui fait de l'homme un dieu. Ajoutons pour compléter ce bilan que la France compte aujourd'hui 6 millions, soit 10% de la population, de consommateurs d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, et qu'elle détient du coup le record mondial de la consommation de médicaments psychotropes, avec 65 millions de boîtes vendues par an, une par habitant. La promesse du progrès et la dictature du bonheur qui la suivait comme un ciel de traîne auront été le paradis artificiel par excellence du demi-siècle qui vient de s'écouler. Érigé en impératif catégorique, l'injonction au bonheur a amplifié le désarroi de ses victimes et transformé l'hédonisme en pain-somme. Voilà comment nos sociétés, comme le dit justement Pascal Bruckner, sont les premières dans l'histoire à rendre les gens malheureux de ne pas être heureux. Socialisme et capitalisme, ces deux idées chrétiennes devenues folles, pour reprendre la formule célèbre de Chesterton, sont en train d'achever leur course. Le mystère chrétien est disponible pour une autre aventure de l'esprit. Toute la question est de savoir maintenant laquelle. Il y a eu, au cours de cette campagne et des dernières années, un autre événement décisif qui n'est pas passé totalement inaperçu, mais qui n'a pas engendré beaucoup de commentaires. Je voudrais insister sur ce point, c'est la fracture désormais irréductible intervenue entre le libéralisme et le conservatisme. Longtemps, la droite a voulu croire que le libéralisme n'était qu'un mode d'organisation de l'économie, le meilleur, le plus efficace, le plus profitable. Longtemps, elle a voulu distinguer entre un bon libéralisme, le libéralisme économique, et un mauvais libéralisme, le libéralisme culturel et sociétal, comme il y a un bon et mauvais cholestérol. À aucun moment, elle n'a voulu prendre en compte les conséquences que pouvait avoir sur les rapports sociaux, tout autant que sur les comportements individuels, la financiarisation du capitalisme et l'extension de la logique marchande au secteur non marchand de la vie humaine. Pas plus qu'elle n'a voulu voir qu'en changeant de nature, le capitalisme s'est employé à liquider toutes les valeurs
altruiste et sacrificielle, qu'elle soit commandée par la foi en une autre vie ou par des finalités profanes, pour laisser place à la tyrannie de désirs instables. Aujourd'hui, la droite ne peut plus feindre d'ignorer le caractère insécable du libéralisme. Le fait majeur de ces dernières années aurait été en effet la reconstitution de l'unité philosophique du libéralisme économique et du libéralisme culturel, qui, au-delà de leur apparente opposition, se retrouvent comme les deux profils complémentaires du même mouvement historique, ou pour le dire avec les mots de Jean-Claude Michéa, une totalité dialectique dont tous les moments, qu'ils soient économiques, politiques et culturels, sont inséparables. Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui comme l'homme laboratoire de cette complémentarité dialectique des deux versants du libéralisme. Il est aussi le démiurge de sa recomposition politique, on en a vu les prémices depuis hier, amplifiées sans doute par le gouvernement qui nous sera annoncé demain, avec la réunification des libéraux des deux rives, libéraux de droite et libéraux de gauche, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Les Français, le peuple réputé le plus anti-libéral de la Terre, ont, comment dit-on aujourd'hui, liké, comme on le fait sur une page de Facebook. Ce retour du libéralisme à son berceau originel s'est accompagné d'un chassé-croisé sociologique qui voit la bourgeoisie néolibérale, les bobos du centre-ville, enfin délivrés de la crainte du communisme depuis la chute de l'Empire soviétique, rallier massivement l'offre politique de la gauche et du centre-gauche, qui concilient au mieux leur intérêt de classe et ses exigences en matière de libération des mœurs. Tandis que les catégories populaires, elles, se sont engagées dans un processus de désaffiliation qui les a conduits du vote socialiste ou communiste vers le vote de droite ou le vote populiste. C'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que s'est ouverte à l'intérieur de la droite une fracture irréductible entre libéralisme et conservatisme. Durant tout son mandat, Nicolas Sarkozy, hélas, n'a eu de cesse de s'identifier au parti de l'argent, incarnant la droite d'une réduction ad pecuniam, la rabattant au rang de syndic vétilleux des intérêts privés. Et cela au moment même où toute une partie de son électorat, l'électorat de droite, s'effrayait d'un retour du capitalisme à sa sauvagerie primitive, à son asocialité destructrice des valeurs traditionnelles, et redécouvrait, sous l'effet combiné de la mondialisation et de la crise financière, la prophétie d'un Bernanos pour qui la société capitaliste, je le cite, était prédestinée dès sa naissance à devenir la civilisation totalitaire par excellence. La prophétie de Marx aussi se trouvait d'une certaine manière vérifiée, qui faisait de la bourgeoisie la classe révolutionnaire par excellence, hantée par la déconstruction incessante de, je cite Marx, tout ce qui avait solidité et permanence, et tout entière tendue vers la destruction de l'ancienne société et des modes de vie traditionnels. Dans un livre de la fin des années 70, l'économiste américain Hirschman opposait les périodes où prédominent les valeurs et celles où prédominent les intérêts. La différence entre les intérêts et les valeurs, expliquait-il, tenait à ce que les intérêts étaient toujours négociables, alors que les valeurs ne l'étaient pas. Le propre de la séquence que nous venons de vivre dans la dernière décennie est d'avoir fait réapparaître la polarité radicale du libéralisme et du conservatisme, c'est-à-dire à la césure profonde entre ceux pour qui la création de valeurs, au pluriel, au sens financier du terme, constitue l'alpha et l'oméga des comportements humains, et ceux pour qui la préservation des valeurs transcendantes, des valeurs de l'être, est la condition qui rend possible l'établissement des communautés et des nations mues par des préoccupations d'intérêt général et des projets collectifs. Loin d'avoir réussi à décomplexer les Français vis-à-vis de l'argent, le sarkozysme, moins d'un an après sa défaite, essuyait en ressac avec la Manif pour tous un mouvement de fond qui, par-delà l'enjeu apparent, n'était autre qu'une révolte contre l'horreur économique. L'horreur économique d'une société de marché visant à imposer par la loi le principe de l'illimitation, véritable moteur métaphysique de la logique libérale et ultime étape de l'anti-civilisation prométhéenne. La droite qui défilasse cette année-là dans les rues, je suis sûr que vous en étiez, n'a pas fait que dénoncer, à travers la loi Taubira, une entreprise de déstabilisation du socle anthropologique des valeurs traditionnelles. Elle s'est également insurgée contre la tyrannie de ce nouveau mammon libéral libertaire. Elle a revendiqué la garde de l'être contre la société de l'avoir. Elle a proclamé en définitive la primauté du sacré sur le marché. La droite qui s'est défilée au même moment, la droite des appareils, de l'UMP de l'époque, souvenez-vous,
très peu d'anciens ministres de Sarkozy dans la rue pour défiler à vos côtés, un seul, Laurent Wauquiez. La droite qui se défilait se refusait à comprendre que la crise de l'économie n'était en fait que l'émanation de la crise sociétale, fruit amer d'une mal-société, excroissance maligne de l'incomplétude d'une société exclusivement matérialiste et marchande. Et si la mobilisation à l'époque de centaines de milliers de Français sur les questions sociétales, dont les dirigeants de l'UMP me disaient qu'elles n'intéressaient absolument pas les Français, eut bien un sens, ce fut celui-ci. Les concepts venus historiquement de la gauche, comme le libéralisme, y retournaient, dégageant un espace politique pour des idées originellement de droite. Fini le sinistrisme cher à Alfred Thibaudet, vous savez, ce politologue qui, dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'il y avait un mouvement qui poussait toujours plus vers la gauche, les nouveaux partis, ainsi que le Parti communiste avait poussé la SFIO, qui avait même poussé le Parti radical qui s'était retrouvé au centre. Eh bien, c'est le mouvement inverse qui a été amorcé. Ce ne fut ni l'intégrisme, ni le puritanisme qui constituent à l'arrière-texte de la Manif pour tous, de cette insurrection contre l'homo economicus. Mais le retour de la droite à sa source originelle, à travers l'ancestrale condamnation catholique de l'argent roi et l'anathématisation du profit. Sa référence n'était pas la main invisible du marché, mais le Dieu invisible de l'anticrématistique chrétienne. L'économie, ce n'est pas fait pour accumuler, c'est fait pour la subsistance. La Manif pour tous aurait été l'acte de naissance, j'allais dire de baptême, de ce que j'ai appelé un populisme chrétien, renouvelant les fondements théoriques du conservatisme en même temps qu'elle a concrétisé la fracture entre une droite purement économiste et une droite spiritualiste, affirmant la supériorité de l'esprit sur les valeurs utilitaires et marchandes. J'ai lu ça et là, et j'y reviens, que la victoire de Macron serait une réponse inconsciente à la révocation de l'édit de Nantes, qui aurait fermé à la France la voie de la réforme, des deux réformes, la réforme économique et la réforme protestante. Point de vue intéressant, mais qui mérite d'être sérieusement nuancé. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'en prétendent les dépositaires, de sciences économiques pures. Ce qui existe, c'est une représentation métaphysique de l'économique, et c'est ça qui est important de comprendre. On sait, par exemple, depuis les travaux du sociologue allemand Max Weber, que le premier capitalisme est né avec l'essor de la réforme protestante à partir du XVIe siècle. Le développement de ce premier capitalisme s'est accompli par le transfert et l'adaptation d'un schéma religieux au monde profane. À l'origine, il est bien un redéploiement des motivations de la sphère spirituelle vers la sphère temporelle. Il est une laïcisation de l'ascétisme. Je m'explique. Il entraîne sur le plan des comportements économiques une propension à différer la satisfaction, à renoncer à l'avantage à court terme pour un bien plus éloigné, à passer de la préférence pour l'immédiat à la préférence pour le futur. De la même manière que le croyant réalise par la foi un investissement sur un au-delà du temps, sur un avenir promis à la vie éternelle, sur une surdurée. Le fait majeur, causal, dans l'essor de ce premier capitalisme, est qu'il n'a pas engendré les valeurs qui nous ont permis de réussir. Il les a héritées du monde pré-capitaliste. Il les a empruntées au fond anthropologique chrétien. De même qu'il a dû son développement dans la durée à l'existence de types humains tels que le prêtre, le savant, le militaire ou l'instituteur, qui n'étaient ni animés ni imprégnés de l'esprit de gain, et maintenaient ainsi de larges secteurs d'activité hors de la logique marchande. Il n'y avait donc pas d'incompatibilité fondamentale entre ce premier capitalisme, appelons-le entrepreneurial, et le christianisme. Tout montre au contraire, comme l'écrit Pierre Chaunu, l'historien Pierre Chaunu, dont je m'honore d'avoir été l'élève, qu'aucune religion n'est historiquement plus porteuse d'action, contrairement à ce que prétendaient Feuerbach et Marx, disant que le christianisme annihilait la volonté, était un empêchement d'agir. Eh bien non. Aucune religion n'est historiquement plus porteuse d'action, c'est-à-dire de sacrifice du présent pour l'avenir, donc d'investissement, que la tradition chrétienne. Seulement, il en va tout autrement depuis la financiarisation de l'économie.
Avec l'avènement de la finance globalisée, nous sommes entrés dans ce que l'économiste américain Bennett Harrison appelle l'ère du capitalisme impatient. Une nouvelle temporalité s'est imposée, née de la rencontre entre l'instantanéité induite par les technologies de l'ère numérique et l'insatiable cupidité des opérateurs, des traders. Le mot d'ordre n'est plus à la durée, ni même à la vitesse, mais à l'accélération comme valeur optimum. Ce néo-capitalisme est générateur d'une véritable révolution anthropologique qui fait appel, elle, à l'imaginaire libertaire de l'individualisme hédoniste, qui mobilise les ressorts et un substrat culturel qui n'a plus rien de chrétien. Impulsivité et compulsivité, court terme et rentabilité immédiate, illimitation et indifférenciation. C'en est fini de la synergie dialectique où les vertus sacrificielles étaient récompensées dans ce monde comme dans l'autre. Il y a désormais une incompatibilité radicale, irréversible, entre les valeurs chrétiennes et le nouvel ordre économique. Il y a tout de même une bonne nouvelle dans cette campagne, c'est que de cette incompatibilité, même la conférence des évêques de France et jusqu'au pape François ont fini par s'en apercevoir. À la surprise générale, ils n'ont pas cherché, eux d'ordinaire si prompts à le faire, à se fondre dans le flux. Fait ô combien notable, ils ont refusé d'appeler à voter en faveur d'Emmanuel Macron, ni même contre Marine Le Pen. Depuis l'ouvrage du politologue américain Benjamin Barber, l'éthos, ce qu'il appelle l'éthos infantiliste de ce néo-capitalisme, n'a plus de mystère pour nous. Il tient dans le comportement qui substitue le présent atemporel à la temporalité, l'élan à la réflexion, les images au mot, le facile au difficile, le plaisir au bonheur, et partant l'égoïsme à l'altruisme, le droit à l'obligation, le narcissisme à la sociabilité. Ce nouvel ordre économique postule une double récusation, celle de l'idée de salut et celle de l'idée de grandeur. Il engendre une nouvelle humanité que Nicolas Gomez-Davila a parfaitement décrite quand il écrit « Nous ne blâmons pas ce capitalisme parce qu'il forme l'inégalité, non, mais parce qu'il favorise l'ascension de types humains inférieurs. » Par tous ces aspects, l'instantanéisme du capitalisme financier renvoie aux attitudes culturelles et aux conduites sociales communes aux enfants et aux révolutionnaires. Souvenons-nous du slogan de mai 68. Il est interdit d'interdire, jouir sans entrave, vivre sans temps mort, prenez vos désirs pour les réalités, tout et tout de suite. Ce fut là la leçon inaugurale du nouvel ordre marchand. Sous couvert d'une protestation radicale du système, ce qu'il faut bien appeler, parce qu'on le sait maintenant, la seconde Révolution française. Mai 68, ce fut cela, la seconde Révolution française. Par son impact sur la société et la décomposition de la société, eh bien, le modèle culturel porté par mai 68 a construit le cadre le plus adapté aux exigences structurelles du néo-capitalisme, qui postulait à la fois la mise à bas du vieux monde et l'éradication de l'encadrement normatif des sociétés traditionnelles. Sous les pavés, il n'y avait pas la plage, mais Paris-Plage, et toute la panoplie de ses produits dérivés. La jeunesse aurait été dans l'affaire, comme le dira Milan Kundera, la collaboratrice inconsciente du capital. Une collaboratrice finalement intégrée par fusion-absorption, suivant le schéma de croissance externe cher aux amis de M. Macron. En résumé, s'il était encore possible au milieu du siècle dernier d'accoler les deux vocables de libéral et de conservateur, leur accouplement relève aujourd'hui de l'oxymore. Tant la fracturation intervenue est à la fois métaphysique, anthropologique, elle porte sur l'essentiel. Alors, dans ce grand bouleversement, qu'avons-nous vu au cours de cette campagne électorale? Et qu'en reste-t-il? Aujourd'hui, on est tenté de dire un champ de ruines. Seulement, le champ de ruines n'a pas que des inconvénients. Il est certes un paysage d'abomination et de désolation, mais il présente l'avantage de procéder à de vastes clarifications, aussi vastes que les perspectives et les horizons qu'il dégage. On y voit plus clair. Le dégagisme, le déblaiement
ne valent pas que pour les hommes, ils emportent aussi les concepts creux et les idées fausses, les illusions fabulatrices et les illusions consolatrices. Ma première observation concerne les populismes. Ils ont eu au moins un mérite durant cette campagne, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir exprimé la nostalgie des appartenances et des solidarités perdues. Ils ont aussi révélé à leur manière cette imbrication fusionnelle qui veut que la politique comporte une dimension religieuse et la religion une dimension politique. Alors Mme Le Pen un peu, avec de timides incursions dans l'ordre symbolique, M. Mélenchon beaucoup plus, et à la surprise générale. La religion étant autre chose, l'organe psychique qui éprouve et exprime le hors-temps. En cela, toute vraie culture est de nature religieuse, parce qu'elle est ce qui allège le poids de l'actualité, établit des comparaisons, renvoie à des permanences intemporelles. Vous connaissez le mot de Chesterton, quand je veux connaître les nouvelles, je lis Saint Paul. Au contraire, la marchandisation de l'information a intérêt à amplifier le poids de l'actualité, à gonfler l'actuel et à faire vivre les esprits au jour le jour. Parce que le jour qui passe n'est un absolu que pour ceux qui ont quelque chose de périssable à vendre, ce qui est leur cas. Eh bien, que cela plaise ou pas, M. Mélenchon, à sa manière, a exprimé ce hors-temps en faisant constamment référence au passé, à une histoire pourvoyeuse de sens. Je vous accorde certes qu'elle n'est pas tout à fait la nôtre, mais on ne peut pas cependant l'ignorer. Ce fils de la lumière, cet enfant de la veuve, n'a pas hésité à brandir des rameaux, le jour des rameaux, sur le vieux port de Marseille, le tout sous l'invocation de la bonne mère. Cet héritier des hussards noirs de la République s'est référé à plusieurs reprises à la morale de nos pères, dans des termes que n'aurait pas désavoué Péguy. Parce que la morale de nos pères, qu'ils aient cru au ciel ou pas, c'était essentiellement la morale du décalogue et la morale chrétienne. Si le christianisme postule le refus de la domination absolue du monde marchand, la malédiction biblique des idoles, que Marx recyclera en se faisant le contempteur du fétichisme de la marchandise, alors oui, à cette aune-là, j'ai pu dire, et je maintiens, au risque de choquer certains d'entre vous, que Mélenchon est plus chrétien que Fillon. Plus chrétien de ce point de vue, paradoxalement, parce que plus marxiste. Ces deux populismes, le populisme de Marine Le Pen et le populisme de Mélenchon, sont-ils capables, d'une manière ou d'une autre, d'entraver à eux seuls le processus de décivilisation dans lequel nous sommes engagés? Une chose est certaine en tout cas, c'est qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas en mesure de renverser à leur profit le processus électoral. Miscibles dans la colère contre le système, peut-être même demain dans la rue, ils ne le sont pas dans les urnes. Mme Le Pen en a subi d'ailleurs la cuisante démonstration au second tour, où elle a payé au prix fort l'erreur tactique qui a consisté à s'adresser aux électeurs, prioritairement aux électeurs de la France insoumise, plutôt qu'à ceux de François Fillon. La grande alternance est une chimère, dans la mesure où, en dépit de convergences au demeurant plus tactiques que politiques, plus sociologiques qu'idéologiques, les deux populismes ne s'additionnent pas. Contrairement au libéralisme de droite et au libéralisme de gauche, il n'y a entre eux ni synthèse, ni alliance possible. La grande coalition à l'allemande, qui est en train de s'ébaucher sous la présidence d'Emmanuel Macron, a d'ailleurs pour objectif de les renvoyer, ces deux populismes, dos à dos, dans un isolement sans issue. Il n'offre rien d'autre comme perspective que cette impasse. Alors maintenant, quand on regarde la situation de la droite, la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, c'est: la droite est-elle encore une force d'alternance? Les primaires ont rempli leur rôle de machine à perdre. Les primaires sont inutiles quand il y a un leadership, c'était le cas de Sarkozy en 2007. Mais elles deviennent dangereuses lorsque ce leadership n'existe pas et qu'on a recours au vote pour le fabriquer. D'un vote partisan ne peut pas sortir un candidat profilé pour répondre aux attentes de l'ensemble du pays. On l'a vu avec l'élection de François Fillon, dont la base sociologique et programmatique était à la fois trop restreinte et trop en décalage avec l'électeur médian et singulièrement avec les nouvelles classes populaires de la France dite périphérique. L'élimination de Fillon au premier tour, je vous concède que les affaires dont on l'a accablé n'ont pas arrangé les choses. Mais cette élimination n'est en rien un accident. D'ailleurs, il avait commencé à baisser fortement dans les sondages avant même que ne soit montée cette affaire.
Cette élimination était programmée, indépendamment de tout cela. Elle s'inscrit dans un lent et inexorable déclin de la droite dite de gouvernement, qui l'a conduit de 49%, c'était son niveau, en 1981. 4 candidats. Valéry Giscard d'Estaing, sortant, Jacques Chirac, Marie-France Garot, Michel Debré. Total, 49% au premier tour. Ça, c'est la présidentielle de 81. On n'était plus qu'à 31% en 2007, 27% en 2012, aujourd'hui 20%, le 23 avril. Dans l'intervalle, le Front National a progressivement occupé la place autrefois dévolue au RPR, réduisant la droite dite de gouvernement à la portion congrue. Me croyez-vous si je vous disais que l'empressement manifesté par cette droite à soutenir Macron au soir du premier tour était pour moi une surprise? Bien sûr que non, elle ne l'a pas été. Et là, je voudrais vous raconter un épisode qui m'a beaucoup marqué et dans lequel j'ai été le témoin de ce qu'était cette droite, de ce qu'elle pensait profondément. À l'approche de l'échéance de 2012, Nicolas Sarkozy, dont l'inquiétude ne cessait de monter, me demanda quelle stratégie pour ma réélection. Et je lui ai répondu, il y a une première chose à faire si tu veux, puisque le tutoiement avec Nicolas Sarkozy était de rigueur, il vous l'imposait sans vous demander votre avis. Si tu veux pouvoir bénéficier d'un bon report des voix populaires, des voix populistes du Front National au second tour, il faut sortir de la stratégie mortifère du Front républicain. Alors Nicolas Sarkozy, qui a peut-être bien des défauts, mais qui a toujours eu une claire conscience de ses intérêts électoraux. Le problème et le drame, c'est qu'il n'en a conscience qu'au moment où l'échéance approche, et il a tendance à les oublier dans l'intervalle. Et quand l'intervalle, c'est 5 ans, ça fait long. Et ce fut effectivement très long. Eh bien, Sarkozy me dit « Tu as raison, on va sortir du Front républicain ». Et il m'envoie missionner pour annoncer la bonne nouvelle à Jean-François Copé. Vous dire que celui-ci a fait des bons de joie serait excessif. Il m'a dit « C'est une révolution culturelle, que veut dire Borloo, que veut dire Lagarde, personnage éminent ». Et je lui dis « Écoute, que ça ne te plaise ou pas, ce sera la ligne du président. Toute opposition à cette ligne débusquera ceux qui veulent sa défaite en 2012. » Je ne me suis pas trompé. Dès le lendemain, le premier à monter en ligne pour s'opposer à ce changement annoncé, c'est-à-dire le passage du Front républicain au Nini, ce fut François Fillon, dans une déclaration sur une radio périphérique. Bientôt suivi dans son sillage par Nathalie Kosciusko-Morizet, Monsieur le maire, Bruno, le renouveau, et tous ceux qui aujourd'hui se sont mis en marche vers la grande coalition. À partir de ce jour-là, je suis devenu l'homme à abattre. Pour la gauche, parce que je contrariais la stratégie du Front républicain, stratégie dont elle avait été la principale bénéficiaire. On comprend qu'elle n'était pas contente. Mais aussi pour la droite progressiste, puisque la stratégie du Nini, qui devenait la stratégie officielle de la droite pour la première fois au moment des cantonales de 2011, eh bien, cette stratégie du Nini, elle avait pour corollaire un déplacement du centre de gravité de l'ensemble de la droite vers la droite. Et ça, évidemment, ça ne plaisait pas à la droite progressiste, à la droite libérale. On m'a fait payer au prix fort cette transgression. Et dès les régionales de 2015, vous l'avez constaté, la droite est retournée au Front républicain, cette figure imposée de la soumission intellectuelle à ses adversaires. Le Nini, si on l'avait maintenu, aurait permis à la droite de préserver une identité politique et programmatique. L'appel instantané au vote en faveur de Macron s'apparente à un suicide collectif. Il a matérialisé, illustré la critique peut-être la plus pertinente que faisait le Front National de ce qu'il appelait l'UMPS, c'est-à-dire l'existence d'un bloc central attaché par-delà l'opposition apparente des partis de gouvernement à la survie du système, par tous les moyens, même légaux. Chers amis, ils n'ont plus voulu du Nini, et je crains fort que les législatives qui s'annoncent ne soient placées pour la droite sous le signe du « et la défaite et le déshonneur ». La situation présente
peut avoir cependant le mérite de clarifier ce qui n'aura été finalement qu'un long malentendu historique. L'orléanisme, c'est-à-dire le libéralisme, vous connaissez la typologie de l'historien René Raymond, qui à mon avis est bien obsolète, mais par commodité, parlons de l'orléanisme, des idées libérales, qui domine la droite française, a été classé à droite dans cette fameuse typologie de Raymond. Mais le fait d'être classé à droite n'en fait pas pour autant une force ontologiquement de droite. Dès l'origine, l'orléanisme est un centre qui se définit par le rejet de ce qu'il appelle les extrêmes, les légitimistes d'un côté, les républicains et les bonapartistes de l'autre. Ça ne vous rappelle rien? Les deux bouts de l'omelette qu'Alain Juppé vous invitait à couper pour faire cette grande coalition du centre, l'omelette de la France insoumise, le bout de l'omelette du Front National. Mais cette droite orléaniste, c'est une droite par situation et non de conviction. Une droite situationnelle, pour reprendre la terminologie beaucoup plus féconde de deux jeunes historiens, Stéphane Rials et Frédéric Bluch, jeunes quand ils ont écrit leur livre il y a maintenant 25 ans ou 30 ans, mais qui ont bien montré la différence qu'il y avait entre la droite conservatrice originelle et cette droite situationnelle, qui se retrouvait de droite par sa position sur l'échiquier politique. Opposition d'autant plus radicale entre cette droite situationnelle et cette droite originelle, cette droite conservatrice, qu'elle porte sur l'essentiel. Primauté du spirituel sur le matériel, de l'aide sur l'avoir, de l'ordre collectif sur l'individu, des valeurs héroïques sur les valeurs marchandes, communauté naturelle versus sociabilité contractuelle, enracinement et localisme par opposition au nomadisme et au cosmopolitisme. Cet antagonisme apparemment irréductible entre les deux droites, vous voyez, déjà les choses sont plus claires, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Entre une droite conservatrice et une droite libérale, va pourtant s'estomper au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous savez tous pourquoi, sous l'effet d'un clivage beaucoup plus englobant, né de la guerre froide entre le bloc soviétique et le monde dit libre, sous la houlette des États-Unis. En pointe dans la lutte contre l'impérium politique du communisme et partageant avec lui la même approche anthropologique, un courant atlantiste, économiste et militaire, profitant du discrédit qui frappait la droite catholique arbitrairement assimilée à l'expérience de Vichy, a assis son hégémonie. Cette domination fonctionnelle de l'orléanisme et du libéralisme lui a valu brevet de droite situationnelle, selon le même mécanisme qui avait permis à l'orléanisme d'être classé à droite sans jamais pour autant être de droite. Dès lors, la droite, telle qu'elle désignait le sens commun, ne devait plus cesser de correspondre à la définition qu'en donna un jour François Mitterrand. La droite n'a pas d'idées, elle n'a que des intérêts. Le choix de cette droite en faveur de Macron amorce une recomposition dont on peut désormais tout attendre, y compris et surtout le meilleur. Et d'abord, la séparation nécessaire et salutaire entre le camp des conservateurs et celui des libéraux progressistes. Ayant répudié le sacré et consenti à l'abaissement du politique au niveau de la gouvernance économique, la droite libérale que nous récusons est celle qui, en vénérant le marché, nouvel état de nature, a détruit toutes les valeurs et toutes les institutions dont elle avait historiquement la garde, l'ordre, la famille, le travail, la nation, les idéaux d'honneur, d'abnégation, d'héroïsme. Cette pseudo-droite-là est en marche vers Emmanuel Macron. Au milieu de nos tribulations et de notre profonde déréliction, ce spectacle est une source de joie et, je dois dire, un réconfort de chaque instant. Je ne peux pas m'empêcher pourtant d'avoir une pensée pour ceux que nous allons perdre. Nathalie Kosciusko-Morizet, Monsieur Estrosi, Monsieur Borloo, Monsieur Riesler, Monsieur Le Maire et tant d'autres. De fins stratèges, assurément. Au moment où il était patent, vers le mois de mars, que Macron prenait 6 points à Fillon, quand Marine Le Pen en récupérait à peine 2 aux dépens du candidat de la droite, c'est très vite apparu dans les enquêtes, nul ne pouvait l'ignorer, ces deux grands esprits, Nathalie Kosciusko-Morizet et M. Estrosi, ont eu une idée géniale. Laquelle? Je vous la donne en mille, créer une cellule de riposte contre le Front National. Comme quoi, les postures avantageuses sont souvent le masque d'une sottise abyssale. De grâce, que personne ne les retienne.
Au contraire, essayons de les accompagner délicatement, fraternellement, vers la sortie. Navré de vous avoir connus, c'est ce qu'on leur dira quand ils partiront. Il est des divorces qui sont des délivrances pour ceux qui restent. Et rien, je dis bien rien, ne pourra être reconstruit sans cette rupture fondatrice. C'est la condition nécessaire, non suffisante certes, mais nécessaire. Elle est en marche. Voilà une marche qui nous plaît et qui nous apporte, pour terminer, quelques raisons d'espérer. J'en vois déjà une au moins dans la phrase du poète anglais Coleridge, qui disait « Le vote est une suspension provisoire de l'incrédulité ». Voter, en effet, c'est d'une certaine manière croire au miracle. Nous le faisons, nous l'avons fait. En cela, nous sommes parfois coupables, mais c'est comme ça. Mais c'est là la raison d'espérer. La suspension de l'incrédulité n'entraîne pas pour autant la suspension des réalités qui, n'en doutez pas, elles vont revenir au galop. Première raison d'espérer. L'élection de 2017, et c'est peut-être là son vrai grand mérite, aura eu raison de deux mythes. On peut l'espérer. Même si les choses nous paraissent aveuglantes, tout le monde ne les voit pas ainsi. Naïvement, j'avais pensé en 2007 que faire élire un président de droite sur un programme de droite permettait d'évacuer certains débats. Eh bien non. On a contesté qu'il fût élu sur le programme de droite. Il ne fallait surtout pas que cela soit dans la tête de l'électeur. Eh bien aujourd'hui, il me semble que deux chimères, deux fictions sont en train de disparaître, ou en tout cas sont très amoindries. Leur disparition, leur échec, apparaît dans toute réflexion, au terme de toute réflexion rationnelle. La première, c'est que la droite dite républicaine et le Front National ont fait la démonstration, chacun à leur tour, le premier pour Fillon, le second pour Marine Le Pen, c'est le cas de le dire, de leur incapacité à reconquérir ou à conquérir seul le pouvoir. C'est un fait. C'est la première fois d'ailleurs que la droite se trouvait éliminée du second tour. Depuis 1965, depuis l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel. Faute d'avoir su ou voulu opérer, comme ce fut le cas en 2007, la nécessaire clarification idéologique, la droite ne peut plus se prévaloir du bénéfice automatique de l'alternance. Un coup à toi, un coup à moi. C'est terminé, ça. Elle a perdu l'élection imperdable. On ne voit pas comment, par quel miracle, si elle ne se réforme pas, elle ne perdrait pas les élections qui viennent. D'un autre côté, faute d'avoir su construire une offre politique crédible, le Front National est resté ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire le meilleur allié du système qu'il prétend combattre, son assurance vie, 65%, 66% même, pour Emmanuel Macron. C'est à partir de ce double constat partagé, je dis bien double, que la refondation est possible. La ligne est claire, c'est celle que j'ai toujours défendue, que j'ai toujours prônée. Il n'y a pas d'autre stratégie que celle d'un désenclavement sociologique du bloc traditionnel de droite par la jonction du vote des catégories populaires. C'est cette alliance victorieuse des forces conservatrices et de l'électorat populaire qui fut à l'origine du succès du RPF en 1947 lors des municipales, qui fut à l'origine du retour de pouvoir et du triomphe électoral du général de Gaulle en 1958 et qui fut à l'origine du succès de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Il n'y a pas d'autre équation électorale qui ait fait à ce jour ses preuves autres que celle-là. Cette synthèse, cette alliance entre le conservatisme et le populisme, elle ne peut être enclenchée et impulsée que par un grand mouvement conservateur qui reste à construire. Emmanuel Macron est en train de nous y aider. Soyons-lui reconnaissants pour le concours bénévole, pas tout à fait désintéressé, il est vrai, qu'il nous apporte. Et souhaitons qu'avec la recomposition qui s'amorce, il débarrasse la droite de la cohabitation interne et contre nature qui n'a fait que la paralyser. Mesdames et messieurs, les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans ont négligé le redressement moral de la nation. La nécessité de nous reconstituer, nous, Français, en tant que peuple, autour d'une histoire, d'une mémoire, d'une langue et d'un patrimoine commun. Ils n'ont pas cherché
à préserver cette amitié supérieure qui liait les Français entre eux, une solidarité fondée sur l'esprit communautaire. Ils ont ignoré les besoins de l'âme, que sont l'identité, l'enracinement, savoir d'où l'on vient et ce que l'on doit aux siens. Le conservatisme, disait Marcel Gauchet dans une interview récente, c'était samedi, dans le Figaro, est, écoutez bien, le conservatisme, disait Gauchet, esprit fin, pénétrant, est naturellement désigné pour être l'alternative au moment libéral économiciste que nous vivons. Le conservatisme est naturellement désigné pour remplir ce rôle-là. Une grande politique conservatrice ne peut être qu'une politique de civilisation fondée sur la transmission. La modernité, vous le savez, c'est le passage de l'âge de la transmission à l'ère de la communication. Communiquer, c'est transporter un message dans l'espace. Transmettre, c'est l'acte qui consiste à transporter un message dans le temps. La communication est horizontale, la transmission est verticale. Et la verticalité, c'est l'autre nom de la sacralité. Voilà pourquoi notre appareil éducatif n'a eu de cesse que de disqualifier la transmission et de la dénoncer. C'est la sociologie bourdieusienne, comme volonté de répétition et de reproduction du même. Refaire société et refaire nation implique que soient renoués ces liens en même temps que préservée et transmise la mémoire collective, les grandes choses faites ensemble, disait Renan. Ce qu'il y a d'impérissable dans notre histoire, ce qui a traversé l'épaisseur des temps et constitue le ciment de la socialité française, ce qui demeure malgré toutes les vicissitudes, la plus sûre et la plus féconde promesse de vie. Ce programme, notre programme, c'est le droit à la continuité historique. C'est celui qu'exposait Péguy au siècle dernier à travers ce vers qui dit tout, qui résume tout, qui relie tout. Il faut que France, il faut que chrétienté continue. Merci Patrick Buisson pour votre propos si éclairant, si intelligent, si structuré. Merci pour cette belle intelligence que nous avons pu voir se développer ce soir. Je vous avoue que vous êtes pour nous évidemment une grande source d'espérance parce que votre pensée va certainement structurer les mois et années à venir sur un plan politique pour notre courant de pensée. Je dirais que nous y travaillons très modestement à notre niveau et nous sommes heureux que nous puissions désormais pouvoir faire venir des personnalités comme vous qui ont cette force, cette puissance intellectuelle qui manque aussi beaucoup à notre courant de pensée malheureusement parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup ont déserté le combat des idées. Or, c'est bien ces idées-là qui mènent le monde et qui vont continuer à le mener malgré les beaux discours marketing qu'on nous offre depuis maintenant quelques semaines. Chers participants à cette conférence, nous allons continuer une petite demi-heure par un jeu de questions. Je reconnais que mes compères m'ont proposé de faire la conclusion après Patrick Buisson. On ne s'est pas trop battu puisque prendre la parole derrière Patrick Buisson, c'est un peu compliqué. Pour autant, il va bien falloir que quelqu'un se dévoue pour poser la première question. Mais je suis sûr que certaines personnes souhaitent le faire. Alors, malheureusement, il nous faudrait quelqu'un qui est là-haut. Allez-y, parce qu'en principe, on peut poser des questions sans micro. Par contre, parlez bien fort et je vous remercie de bien poser une question. Parce que je vous vois avec un papier. Et une question courte. Voilà, une question courte. Bonsoir, Monsieur Buisson. Bonsoir. De manière plus concrète et moins dans les idées, à quoi attribuez-vous la défaite, on va dire, de la droite hors les murs à ces élections? Et quel futur prévoyez-vous à la nouvelle droite alternative? Pour qu'il y ait des fêtes de la droite hors les murs, encore est-il fallu qu'elle ait un candidat. Si vous connaissez son nom, je sais que le connaître. Il n'y en avait pas. Il y a eu une défaite de la droite, il y a eu une déception majeure autour de la personne de François Fillon, qui manifestement n'a pas voulu porter, dans un premier temps, ce dont il était issu, c'est-à-dire cette espèce de révolution conservatrice. Je parlais tout à l'heure de la droite qui s'intéresse aux valeurs de l'être, c'est bien celle-là qui a fait de lui le candidat de la droite. Il a immédiatement embrayé sur une campagne dominée par l'économie. Et avant même que de se produise le montage politico-judiciaire auquel nous avons assisté, quel professionnalisme, saluons quand même ceux qui sont en face. La droite n'a pas la même puissance de feu. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que tout ça se déroule dans
sur fond de discours sur l'indépendance de la justice. Le juge qui a mis en examen François Fillon est également celui qui a renvoyé Sarkozy en correctionnel, et il l'a renvoyé au mois de février, comme si Sarkozy était encore candidat. Il avait prévu de le faire, rien n'a changé à son plan. C'est comme ça d'ailleurs, pour en avoir été le témoin, il faut savoir comment les choses se passent. Le président en sortant ne pense jamais être élu sur son bilan parce que son bilan est faible ou critiquable, mais il pense toujours être élu par le rejet de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il essaie de construire son univers de concurrence. Hollande a tellement espéré que Sarkozy serait son candidat en 2017, son adversaire. Et là, c'est la machine judiciaire qu'il a lancée contre lui a fini par avoir raison de lui, et Hollande s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait plus être candidat. Mais j'ai connu un épisode comparable avec l'affaire DSK. Nicolas Sarkozy était informé très tôt, vous savez ce qu'on appelle les notes blanches qui arrivent sur le bureau du président. Ils feignent tous de dire on ne s'occupe pas de ça, mais c'est la première chose qu'ils regardent le matin. Et la note blanche qui permet de savoir ce qui se passe autour de personnalités dites sensibles. Et donc, il était informé de l'affaire dite du Carlton, autour de DSK. Et à partir de ce moment-là, Nicolas Sarkozy n'a aucune idée, c'est que DSK soit le candidat qu'il aurait à affronter, son concurrent pour 2012. Parce qu'il se disait, je ferai exposer l'affaire, comme a exposé l'affaire Fillon, à la fin du mois de janvier, 3 mois avant l'élection. On laisse le candidat être mis en place, et puis là, on tire le missile. Malheureusement pour Nicolas Sarkozy, DSK, animé de la même libido tyrannique que j'évoquais pour Jeanne Fitzgerald Kennedy, a connu la mésaventure du Sofitel. Et plus de DSK. Pour en revenir sérieusement à votre question, oui, il y a une déception autour de la candidature Fillon qui n'était pas programmatiquement et par sa personne bâtie pour réaliser cette équation dont je parlais tout à l'heure, c'est l'alliance de l'électorat conservateur et de l'électorat populaire. Il faut avoir une personnalité capable de porter cette contradiction à la fois sociologique et culturelle, de s'adresser à deux électorats qui sont souvent très distincts par leur niveau d'intégration sociale, par leur niveau de culture. Alors Sarkozy, cette espèce d'alchimie et sa syntaxe un peu chaotique qui était la sienne, mais qui lui rendait son parler familier, imagé, évocateur, avait réussi ça en 2007. C'est-à-dire allier ces deux électorats. Fillon n'avait pas la personnalité capable de réaliser cette synthèse. Il n'était pas habité par ce lyrisme qui, comme disait De Gaulle, permet de chanter à la France la romance de sa grandeur. C'est un politicien, sans doute respectable, sans doute honorable, mais limité, et qui ne peut pas, effectivement, face aujourd'hui aux exigences qui sont celles, j'allais dire, du marché électoral, moi là que je parle d'économie en politique, eh bien, répondre à la diversité de la demande. Alors la déception, là, a été évidemment forte, et le problème essentiel, je citais tout à l'heure Marcel Gauchet, cette interview passionnante parue dans le Figaro samedi, c'est que c'est vrai que sur le papier, le conservatisme a tout pour être la force alternative des années qui viennent. Il a tout. C'est-à-dire que nous avons pour la première fois dans l'histoire et depuis longtemps une droite qui se réapproprie le combat des idées, une droite qui produit une pensée critique, une droite qui produit sa propre vision du monde et qui l'impose. Voyez l'évolution des intellectuels organiques qui, de la gauche, viennent vers nous. Finkielkraut, Régis Debray, Michel Onfray, Jacques Julliard. Il n'y a plus d'intellectuels organiques à gauche, de moins en moins. Toutes ces figures-là ont évolué vers une analyse de la société qui recoupe la vision qui est la nôtre. Ça, c'est une raison formidable d'espérer, d'autant plus que derrière pousse toute une génération de jeunes journalistes, d'essayistes qui travaillent et portent ces idées. Bon, le problème, c'est que, d'abord, pour espérer la victoire politique, en bonne logique gramscienne, il faut d'abord remporter la victoire culturelle. Il faut remettre en cause l'hégémonie culturelle qui est celle de la gauche dans ce pays depuis 60 ans, depuis 70 ans, depuis la libération, en fait, depuis le départ de De Gaulle. Remettre en cause cette chape de plomb dont on a vu la terrible efficacité. On a beau dire les médias, et on a vu que les médias ont organisé formidablement l'élection d'Emmanuel Macron. Qui peut d'ailleurs contredire cela? C'était une entreprise de manipulation afin d'obtenir un consentement. C'est extraordinaire, ce pays qui a voté non à la Constitution européenne en 2005 élit aujourd'hui Emmanuel Macron, un européiste convaincu,
la tête du pays. Eh bien, une chose est de gagner la bataille culturelle, parce que la bataille culturelle prépare et annonce les victoires électorales. Mais la seconde chose, c'est d'avoir quelqu'un pour incarner ces idées. Et le grand déficit de la droite, c'est de ne pas avoir trouvé d'incarnation politique qui puisse les porter. Alors peut-être cela va-t-il venir, peut-être est-ce quelqu'un que nous ne connaissons pas, ou que nous connaissons mais qui n'a pas encore donné sa pleine mesure. Mais évidemment, ce problème dans les institutions qui sont les nôtres, l'élection du président, l'a appelé comme suffrage universel, est essentiel. Seulement, il ne faut pas vouloir, je me souviens durant toute la campagne, des gens, souvent bien intentionnés, qui nous interrogeaient, Philippe de Villiers, Éric Zemmour et moi-même, sur alors, on va voter pour qui? Leur expliquer que c'était un coup pour rien, qu'il n'y aurait pas de candidat capable d'apporter à la fois la victoire des idées et la victoire électorale. C'était évidemment très difficile, mais ça procède aussi de ce qui nous est propre, qui est propre à notre culture, c'est que nous voulons tout de suite récolter ce qui est à peine semé. Nous sommes certes au bout d'un cycle. Peut-être que le cycle que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire celui de l'hégémonie de l'idée de progrès illimité, est en train de se terminer, sûrement d'ailleurs. Quand on interroge les Français sur l'avenir, ils ne sont pas confiants pour les générations qui viennent. Ils disent « mes enfants ont une vie plus difficile que la mienne », alors qu'au début du siècle dernier, pullulaient sur toutes les places de France des cafés de l'avenir, des cafés du progrès, on ne croyait qu'à ça. Qui croit au progrès aujourd'hui? Ce cycle est en train de se refermer et nous voulons tout de suite que l'autre cycle qui est en train de s'ouvrir donne des fruits. C'est tout le problème de la temporalité humaine. Nous raisonnons à l'échelle de nos vies humaines. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les cycles de l'histoire sont des cycles longs. Regardez, par exemple, Balzac a dit à propos de l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, « Ce jour-là, quand on a coupé la tête du roi, on a coupé la tête à tous les pères de famille. » Analyse ô combien pertinente. Je parlais tout à l'heure des formes patriarcales de la domination. Le patriarcat, il a encore résisté à peu près un siècle et demi, 2 siècles. Parce que la traduction politique dans la société de ce qu'a dit Balzac, de ce constat, elle intervient quand? Elle intervient en 1971 avec la loi qui met fin à la notion de chef de famille et qui crée l'autorité parentale partagée, sous Georges Pompidou, par parenthèse. Il faut attendre un siècle et demi, presque 2 siècles, pour que ce bouleversement, à la fois métaphysique et anthropologique, ait sa traduction dans la vie politique. 1793, 1971. C'en est fini de papa. On lui a déjà signifié son congé en mai 68, où on a pendu l'effigie du général de Gaulle en comparant à Franco ou à Hitler. Le slogan de mai 68, un des slogans que j'ai bien connu, puisque j'étais étudiant à Nanterre à ce moment-là. C'était Papa pu. Bon, bah oui, Papa pu. Et on a tourné la page, effectivement, de cette société patriarcale qui avait beaucoup de défauts, mais qui avait structuré notre civilisation. Et la traduction politique de cela, elle est intervenue près de 2 siècles plus tard. Nous sommes conscients que quelque chose est en train de se produire, qu'un cycle est en train de changer, et nous voudrions tout de suite que les résultats politiques puissent être engrangés par je ne sais quel miracle qui ferait que tout ce qui s'est décomposé en 2 siècles se recompose par un coup de baguette magique. Et sur l'injonction de notre verbe, eh bien, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Est-ce qu'il y a une autre question? Quel regard portez-vous sur le soutien apporté par Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen? Ne serait-ce pas le premier acte fondateur du rapprochement entre le conservatisme et le populisme dont vous parliez tout à l'heure? Ben écoutez, moi j'évite de porter des jugements sur ce qui relève de la politique politicienne. Disons simplement, pour être le plus concis et exprimer moi ce que j'ai observé, c'est que certes cet acte, ce geste de Nicolas Dupont-Aignan est un geste courageux, qui a bravé effectivement la chape de plomb du politiquement correct, mais peut-être que celle qui en a bénéficié n'a pas su le mériter et s'en montrer digne par la suite. C'est ça le problème. Le problème, c'est que malheureusement, je crois que
cette union sera une union stérile parce qu'elle se produit dans un contexte où le Front national, bien qu'il ait fait 10 millions de voix, est considéré, y compris par ceux qui militent en son sein, comme ayant subi un revers et un échec. Et donc, malheureusement, ce désenclavement politique, pour la première fois, c'est vrai, a été rompu, ce qu'on a appelé le cordon sanitaire, c'est-à-dire qu'une formation politique dite républicaine passait un accord électoral avec le Front national. Malheureusement, ça s'est produit dans un contexte où je ne vois pas sur quoi cela pourrait déboucher dans l'immédiat. Mais sur le fond, voilà comment j'ai observé les choses et comment je les ai ressenties. Et je pense que vous partagez à peu près cette analyse. Le ralliement, l'accord passé par Dupont-Aignan était utile dans un contexte où, effectivement, le désenclavement se serait produit de tous les côtés, et ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, disons que c'est une répétition malencontreuse, mais de toute façon, la logique arithmétique que j'exposais tout à l'heure demeure. Sur leur seule force électorale. Maintenant, il est clair que ni la droite de gouvernement, ni les Républicains, ni le Front national ne peuvent espérer la reconquête du pouvoir. Et si Macron réussit cette opération, l'omelette coupée par les deux bouts, l'alternance, ce sera soit effectivement le parti conservateur que nous appelons, le mouvement conservateur que nous appelons de nos voeux, soit le front de gauche. Nous n'y sommes pas encore. Faut-il souhaiter que cela arrive, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, la première leçon, la leçon la plus éclatante, elle est là. Elle est que les idées de droite ne peuvent aujourd'hui espérer retrouver le chemin du pouvoir par les voix des deux partis constitués qui sont censés, je ne sais pas si on peut classer le Front national à droite, en tout cas les électeurs de droite votent pour lui. Aucun de ces deux partis n'est plus aujourd'hui en situation de conquérir ou de reconquérir le pouvoir. Voilà. Encore deux questions très rapides. Sur vous n'avez pas parlé, semble-t-il, de la montée de l'islamisme et l'augmentation du nombre de musulmans. Beaucoup craignent que ça peut être une entrave et s'inquiètent d'avoir un délai de 5 ans futur et qui va retarder beaucoup certaines choses. Qu'en pensez-vous? Alors, écoutez, non, je n'ai pas parlé de l'islamisme. Si vous aviez souhaité que j'en parle, cette conférence aurait duré 3 heures. Je reviendrai peut-être, sûrement même. Philippe de Villiers vous en a parlé. J'entends bien votre question, c'est celle du rapport de force arithmétique créé par la montée de l'islam et la croissance de la population immigrée en France. On a vu que en 2012, 88-90% de la population de confession musulmane avait voté pour François Hollande. Cette fois-ci, les choses ont été un peu plus complexes. Il y a eu un vote musulman en faveur de Mélenchon. Il n'a pas été aussi massif qu'en 2012 en faveur de Macron. Et puis, je dois dire, il faut en tenir compte parce qu'on ne peut pas raisonner à travers des approches ou des formules simplistes. Il faut toujours s'intéresser à la complexité des choses. Valéry disait que tout ce qui est simple n'a pas d'intérêt et tout ce qui ne l'est pas est impraticable, en gros. Voilà. Mais bon, il faut sortir de cette aporie. C'est que le monde musulman a en partie divorcé avec la gauche ces dernières années. Il s'est senti agressé dans son être de croyant, dans sa foi, et quel mépris ont-ils manifesté à cet égard par toutes les réformes sociétales portées par la gauche. Croyez-vous que le mariage gay, la théorie du genre, l'ABC de l'égalité, l'obscénité télévisuelle, l'avortement, la féminisation des mœurs, dans une civilisation qui est très virile, très masculine. On sait tous, par exemple, que les 90% des jeunes Français qui se convertissent à l'islam sont des hommes, sont de jeunes hommes qui essayent de trouver dans l'islam ce que la société occidentale ne leur apporte plus. Eh bien, tout cela a été vécu comme une agression par la communauté musulmane qui
est tiraillée entre à la fois un sentiment de supériorité de sa civilisation à l'égard de la nôtre, qu'elle regarde comme décadente, et d'infériorité sociale, car elle n'occupe dans la société française que des places subalternes. Alors, je ne suis pas sûr que la variable confessionnelle du vote musulman ait autant d'importance que vous lui prêtez pour les années à venir. En revanche, la montée de l'islamisme, oui, c'est autre chose. Mais dans le rapport de force arithmétique, car on sait bien que c'était le grand calcul de la gauche à l'époque de la fondation Terra Nova, unir les minorités, les jeunes, diplômés, urbains, les femmes, les immigrés, pour créer cette majorité arc-en-ciel, celle qui a élu Obama, afin de battre la droite. Eh bien, je crois que cette stratégie de l'arc-en-ciel aujourd'hui est beaucoup plus difficile pour la gauche. D'ailleurs, c'est quand même un constat que nous devons faire. Si la droite est en voie d'atomisation, le PS a pratiquement totalement disparu. Et la gauche Macron, alors sur le plan sociétal, on a vu ce qu'il fallait en penser. J'ai essayé de cerner au mieux la question, mais ce n'est pas celle de Benoît Hamon. Ce n'est pas la gauche qui fait de la communauté musulmane, la communauté exploitée, les anciens colonisés, les dominés, par conséquent, vecteur de rédemption et de salut pour notre pauvre société occidentale décadente. Ce n'est pas la même chose. Donc, non, arithmétiquement, je ne crois plus que le vote des étrangers soit l'enjeu aussi crucial qu'il a pu être il y a quelques années. Et je ne sais pas d'ailleurs sur ce point ce que fera Emmanuel Macron. Une autre question, peut-être la dernière ? Dernière question. La démographie, elle combat un petit peu ce que vous êtes en train de nous annoncer. Ce n'est pas seulement un problème de vote politique, c'est aussi un problème de conservation des traditions françaises. À partir du moment où la population musulmane devient importante, et vu sa démographie, on risque ce grand remplacement dont on parle beaucoup, c'est même plus un problème purement politique. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur, en quoi je dis le contraire. J'ai parlé, ce concept est installé dans la vie politique française depuis maintenant quelques années, d'insécurité culturelle. Le vote Front National, il ne procède pas d'une remise en cause de l'euro ou de la critique simplement des institutions de l'Union européenne. Je sais si elles sont critiquables, parce qu'elles participent de ça, de ces flux migratoires incontrôlés, et on le voit bien avec la politique de Mme Merkel en Allemagne. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Le vote Front National, il procède de la remise en cause du mode de vie, de l'habitus, qui était celui des Français depuis des siècles, de ce paysage qui était dominé par l'usine et l'Église. Aujourd'hui, les murs porteurs ne sont plus les mêmes. C'est la mosquée et le McDo halal, ou le Quick Burger halal. Évidemment que c'est un changement qui a provoqué cette crispation, ce repli, disent nos adversaires, de l'électorat populaire sur ce qui constituait effectivement l'art de vivre à la française auquel il était attaché. Oui, ce problème-là est un problème central, fondamental. Il est d'ailleurs un des déterminants du vote. Et je conçois bien que la question de l'islamisme ne se pose pas simplement en termes de rapports de force électoraux. Maintenant, quelle sera la politique d'Emmanuel Macron sur cette question ? Eh bien, son habileté, et donc la faiblesse de ses adversaires, ça a été d'esquiver toute réponse sérieuse. On sait qu'il y a eu au moins 2 fautes de quart, on dit dérapage dans le langage médiatique, dans la novlangue médiatique, sur l'inexistence de la culture et de l'art français. Bon, cet homme qu'on présente comme à la fois un amateur de chiffres, mais aussi de lettres, assistant de Paul Ricoeur, aimant la littérature, aimant les livres par-dessus tout, qui tient ce discours-là, et puis la visite à Alger avec le discours sur le crime contre l'humanité de la colonisation. Mais pour le reste, c'est-à-dire face à ce processus de désinstitution, de désaffiliation, de dissolution de nos mœurs et les mœurs, c'est ce qui constitue le lien social, c'est ce qui permet à un peuple de vivre ensemble. Et le rôle que joue évidemment l'islam dans cette décomposition, cette dissolution, nous ne savons pas ce que va faire M. Macron. Nous savons qu'un processus est engagé, et un processus dont on a tout à redouter, puisque en face, ce sont des gens
qui sont prêts à disposer de leur vie pour ce à quoi ils croient. C'est la phrase de Nietzsche, qui dispose de sa vie, dispose de la vie d'autrui. Et bien de ce point de vue-là, nous ne disposons plus de la nôtre. Voilà, je vous remercie pour l'accueil et l'attention que vous m'avez réservée. Voilà. Je vous remercie